Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis vraiment très contente d'être là et merci, un remerciement particulier à Jacques Serrano qui m'a introduite à la semaine de la pop philosophie. Donc je viens pour la première fois grâce à cette invitation qui me fait vraiment très plaisir. Je suis contente d'être à Bruxelles et heureuse que vous soyez venus m'écouter, ça me fait vraiment très plaisir. Et donc, à la différence de beaucoup de gens qui viennent parler ici, moi je suis sociologue plutôt que philosophe, et je viens parler de l'artification de la danse hip-hop. Et donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous parler de la manière dont j'ai commencé à penser à cette idée de l'artification de la danse hip-hop et de ma découverte de la danse hip-hop. Et de la manière dont je suis entrée un peu dans cette histoire par de l'étonnement et de la surprise. Ça s'est passé il y a déjà un petit bout de temps, vers 98-99. Je suis allée à faire une enquête sur de l'action sociale et culturelle aux rencontres de la Villette à Paris, à la Grande Halle de la Villette. C'était un festival qui s'est déroulé pendant une quinzaine d'années, donc à la Grande Halle de la Villette, dans le nord-est de Paris, peut-être que vous connaissez. Un peu la bouche en cœur, je ne connaissais pas du tout cet endroit ni ce qui s'est passé, et je suis tombée sur de la danse hip-hop, sur des spectacles de danse hip-hop sur scène. Je ne connaissais pas du tout ça, et j'ai eu une sorte de choc esthétique. J'arrive, je vois sur scène des jeunes gens qui font une danse absolument époustouflante, des choses d'une vivacité, d'une bizarrerie, d'une originalité, d'une sorte de radicalité gestuelle qui m'étonnait absolument. C'était quelque chose de tout à fait inouï pour moi, et je pense pour beaucoup de gens, quelque chose qui m'a émue tout à fait et surprise profondément. Et je crois que j'étais sous le coup d'une sidération absolue. Et c'était, je crois, un choc esthétique profond. Dans la radicalité de cette gestuelle qui bousculait les codes chorégraphiques auxquels on pouvait être habitué, et aussi par la joie qui émanait de ce que je pouvais voir sur scène. Il y avait plein de choses qui étaient tout à fait étonnantes. Et je crois que c'était aussi quelque chose comme un choc sociologique, si on peut dire. Parce que je me disais, mais qui sont ces jeunes ? C'est des jeunes des quartiers ouvriers, immigrés, fils d'ouvriers, algériens, africains, antillais. Quelle probabilité avait-il de se retrouver là, dans des spectacles très élaborés, très intéressants, avec des chorégraphes, avec des costumes, des décors, des choses très intéressantes, à être appelés artistes, avec toutes les conventions théâtrales, des billets, des horaires, dans un festival dans lequel l'État, ministère de la Culture, Caisse des dépôts et consignations, met beaucoup de moyens, très fréquenté, avec des articles dans la presse. Il y avait aussi beaucoup de choses annexes dans ce festival, des tables rondes avec des discussions, des ateliers, une librairie, des films, des expositions. C'était quelque chose de très vaste, de très excitant. Pardon, j'ai une bronchite, je vais peut-être éternuer un petit peu. Bref, tout cela était assez bouillonnant et il y avait beaucoup donc, de tables rondes avec des discussions merci, qui se déroulaient en marge de ce festival et avec un grand naturel, tout le monde appelait ces jeunes gens artistes et il y avait beaucoup de discussions sur cette qualification d'artiste, sur le parcours d'artiste
Et tout cela me semblait tout à fait étonnant. Je ne m'y attendais pas du tout. J'avais les préjugés à l'époque que pouvait avoir tout membre de la petite bourgeoisie sur le fait que cette population pouvait tout simplement être artiste et faire de l'art. Je n'y avais absolument pas pensé, je tombais des nues. Je partageais des préjugés que beaucoup de gens pouvaient avoir sur des jeunes gens issus des quartiers populaires. Donc je peux peut-être avoir un peu honte aujourd'hui, mais voilà, c'était comme ça. Je commençais donc à me poser des questions sur cela. Comment ça se fait quel était ce phénomène que quelque chose, qu'une pratique qui était à l'origine, je commençais donc à m'interroger sur l'histoire, sur l'origine de cette pratique, quelque chose qui, une quinzaine d'années auparavant, donc dans les années 80, était arrivé en France comme une pratique très modeste, un jeu d'adolescents, d'enfants qui s'appelait Smurf, dans 1982 quand elle était arrivée en France, pratiquée à l'extérieur dans la rue au bas des immeubles. 15 ans après, se présenter sur des scènes de théâtre comme danse hip-hop soutenues par l'État au sein d'un festival qui était une énorme machine à fabriquer de l'art. Qu'est-ce que c'était que cette histoire? Et avec des collègues, on a commencé à s'interroger ensemble sur cela et à commencer à réfléchir ensemble sur quelque chose qui pouvait éventuellement se généraliser au-delà de ce cas précis du hip-hop, plus loin, sur des cas... on commençait à se demander si ça ne pouvait pas s'appliquer à d'autres phénomènes. Il y avait des parallèles à faire avec le jazz, avec l'art brut, avec d'autres choses qui, à partir d'activités peu reconnues, modestes, peu développées, s'étaient transformées, s'étaient développées et étaient entrées dans le domaine de l'art et avaient pris de l'extension et avaient changé peut-être de nature et avaient changé de nature, avaient connu des transformations et avaient été reconnus. Pour revenir au hip-hop, à la danse hip-hop, on peut peut-être résumer ces changements pour dire que c'était des changements institutionnels, des changements organisationnels, des changements sociaux, des changements esthétiques, des changements démographiques, des changements discursifs qui avaient eu lieu. Et je vais revenir dans le détail sur toutes ces transformations qui sur maintenant une trentaine d'années, si on parle même une quarantaine d'années, qui se sont produits pour profondément transformer une pratique à l'origine tout à fait modeste et tout à fait circonscrite. Et qu'on peut peut-être, dans le cas de ce qui s'est passé en France, en tout cas ces dernières années, qualifier avec le mot de artification. Alors je vais essayer de parler dans un premier temps du hip-hop, de la danse hip-hop comme un monde social. Je pense que c'est intéressant d'en parler comme ça. Et dans un deuxième temps, avec un peu plus de précision de ce que j'entends par processus d'artification en l'appliquant à ce monde social de la danse hip-hop. Alors, c'est intéressant de parler de la danse hip-hop comme monde social. Comme un monde dans lequel circulent des personnes et un monde constitué de lieux et de discours. Et
ce monde est unifié un petit peu par ces éléments-là. Donc ce sont des gens qui fréquentent ce monde. Je vais dire un peu qui sont ces gens. Et des lieux, alors des festivals, des discothèques, des gymnases, des centres culturels, des théâtres, des scènes de pratique, d'entraînement. Des manières de parler qui sont partagées, des significations. Et ce monde est structuré très schématiquement par une opposition en deux formes de pratiques principales qui sont la pratique et la forme de représentation et la forme d'organisation du ballet, celle que j'ai vue au festival, dont je viens de parler, et une autre forme de pratique qui est la pratique de la compétition, le battle. Donc ce sont les deux pôles structurants de ce monde social, le ballet et le battle. Il y a d'autres formes de pratique. Il y a les clubs et les soirées. Il y a aussi les stages et les ateliers et les entraînements, qui sont aussi des formes importantes. Néanmoins, les deux pôles structurants, je pense, demeurent ballet et battle. Et les autres viennent un petit peu en second par rapport à ces deux pôles structurants. Il y a une deuxième chose qu'il faut mentionner par rapport à pour caractériser ce monde social, c'est la spécificité de la situation française. Pardon. Elle est tout à fait particulière. Je crois qu'il y a 5 ou 6 points qu'on peut énumérer pour caractériser cette situation française. La danse hip-hop en France a connu un développement très précoce par rapport aux autres pays. Elle a commencé en France en 1982 et elle a connu un développement ininterrompu depuis cette date, ce qui est tout à fait particulier à la France. Deuxième point, elle a connu des liens très forts avec la danse de scène institutionnalisée, c'est-à-dire la danse contemporaine et la danse classique, très tôt. Et donc elle a été fortement influencée et par l'esthétique et par les modes d'organisation de la danse institutionnalisée assez rapidement, disons à partir du début des années 90, même parfois avant. Alors que dans les autres pays, ce sont les battles qui sont les formes exclusives ou dominantes. Troisièmement, le monde de l'éducation populaire imprimait sa marque sur la danse hip-hop, là aussi, de manière très forte et très tôt. Donc, la vision du monde de l'éducation populaire et aussi les formes d'organisation que sont l'association 1901, très importante. Ça veut dire que le monde du hip-hop s'est organisé, s'est structuré par l'association. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire la forme juridique, ça veut dire le lien avec des administrations et une structuration même simple, mais quand même très forte et très tôt. Quatrièmement, il y a une politique publique de soutien à la danse hip-hop, là aussi, très tôt et pérenne, depuis le milieu des années 80, début des années 90. Pérenne, continue, donc depuis longtemps, depuis au moins le début des années 90. À tous les échelons de la puissance publique, depuis les collectivités locales jusqu'au ministère. Et donc, tous ces éléments se cristallisent pour faire qu'émerge en France un genre
choréique, original et nouveau, qui s'appelle dancy-pop. C'est un genre, comme il existe le jazz, le rock, le rap, la photographie, le cinéma. Il y a un genre choréique qui s'appelle dancy-pop, qui émerge en France dans les années 90. Et oui, j'ai oublié une autre caractéristique, tout cela se fonde sur une alliance d'acteurs sociaux, c'est une alliance sociale d'acteurs sociaux dont je vais vous parler. Donc ces différentes caractéristiques sont vraiment spécifiques à la société française, si vous voulez, dans le champ dans le monde de la dancy-pop. Alors quels sont ces acteurs sociaux ? Vous avez un peu compris déjà, ce sont les jeunes des banlieues populaires, aujourd'hui moins jeunes, mais ils ont commencé par être très jeunes au début, les éducateurs et les travailleurs sociaux, les danseurs contemporains et les chorégraphes, les responsables d'équipement, les directeurs de théâtre, les directeurs d'équipement, de centres culturels, des MJC, et les agents de la puissance publique, les fonctionnaires, souvent des fonctionnaires militants d'une certaine manière, parfois eux-mêmes issus de l'éducation populaire ou proches de ce mouvement, et les élus. Des gens d'âge et de générations différentes. C'est une alliance de gens qui vont de 15 à 50 ans, de milieux différents. Ça, c'est donc un peu le paysage du monde de la dancy-pop. Varié, bigarré. Une alliance de classe, on peut dire, si on prend le vocabulaire marxiste. Mais je pense que c'est vrai. Désolée. Deuxième élément, qu'est-ce que le processus d'artification ? Voilà, pour reprendre le vocabulaire sociologique. Ça procède de l'idée que l'art, comme n'importe quoi, n'importe quelle chose, n'importe quelle activité, n'est pas donnée une fois pour toutes. Ce sont des choses qui ont une histoire, sont le produit d'une histoire et sont construits par les personnes, par les circonstances, par les contextes. Et parler de processus d'artification, c'est se demander comment les membres de la société en viennent à considérer que des choses ou des activités sont de l'art. Il y a des époques dans l'histoire, par exemple, où les images n'étaient pas considérées comme de l'art, par exemple. Au Moyen-Âge, les images pouvaient être utiles pour l'adoration de Dieu ou pas. Ce n'était pas de l'art. Les images avaient ou non une fonction religieuse ou une fonction décorative. Tout cela a changé au fil des siècles et nous avons une autre manière de considérer les images aujourd'hui. Ça peut être utile pour la publicité ou utile pour notre contemplation gratuite. Et si on prend des images dans une idée de contemplation gratuite, on appelle ça de l'art. Si on prend les images dans une idée, dans l'idée de leur utilité pour la vente d'un produit, alors on parle de publicité. Voilà. Comment est-ce que quelque chose qui était un jeu d'adolescent a été peu à peu transformé, reconfiguré en quelque chose d'abord comme de la danse et ensuite comme quelque chose qui a pu être considéré comme de l'art. Voilà la question que je me suis posée à propos de cette activité qui, dans les années 80, s'appelait Smurf. Alors, j'ai pensé que c'était utile d'appeler ça artification, parce que ce mot
montre qu'il y a quelque chose de l'ordre du changement. Je pense qu'il y a 3 grands ensembles d'opérations qui constituent le processus d'artification. Il y a d'abord le sens des mots, tout ce qui a trait à la terminologie, c'est très important. Ensuite, il y a un deuxième ensemble, ce sont des transformations qui ont trait aux choses, des transformations matérielles, des transformations de pratiques, des transformations de procédures et des transformations organisationnelles. Ça, c'est le deuxième grand paquet. Donc, premier paquet, ce sont les termes. Deuxième paquet, les choses, les organisations, les procédures. Et le troisième paquet, le troisième ensemble, c'est tout ce qui a trait à la consécration, la légitimation. Alors, ce troisième ensemble, tout ce qui a trait à la consécration, la reconnaissance, la légitimation, ça, on en a beaucoup parlé. Les journaux en parlent à longueur de jour. Les travaux sociologiques se sont beaucoup occupés de la reconnaissance et de la consécration. Donc je vais moins parler de ça, parce que les travaux existants, et même tout ce qu'on peut entendre et lire communément, a beaucoup trait à la reconnaissance. Et je vais essayer de plus parler du changement du sens des mots, donc de la terminologie, et plus parler des changements concrets et des changements de procédure et d'organisation. Il faut que j'aille plus vite. Le changement de sens des mots. Les premières années, entre 1982 et 1991, disons la première dizaine d'années, c'était pas du tout clair s'il fallait parler de cette activité en tant que danse. Ça, c'est très intéressant. La nomination de cette activité, elle était très, très mouvante. Si on s'en remet, par exemple, aux archives de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, on s'aperçoit, en regardant les vieux reportages, les interviews que donnaient les personnes à cette époque, on s'aperçoit que les appellations sont très flottantes. Le mot qui domine, c'est Smurf. Voilà, un mot qui ne veut rien dire. C'est du nonsense, pour parler English, du non-sens. Hein. C'est un mot qui veut dire schtroumpf en anglais, qui en français ne veut pas dire grand-chose. Hein. On appelait ça Smurf. Parfois, il y a l'expression danse-rap qui émerge. Mais Smurf, c'est le mot qu'on entend le plus souvent. Puis il y a des interviews aussi. Une autre source, c'est les interviews qu'on peut faire aujourd'hui, des souvenirs des danseurs de quand ils étaient jeunes, des danseurs qui ont aujourd'hui 40, voire 50 ans, et qui avaient 12 ou 15 ans à l'époque. Par exemple, Gabin Huissier, qui est un vieux de la vieille, aujourd'hui c'est un chorégraphe et un enseignant très connu dans le milieu du hip-hop. Alors il dit, quand on l'interviewe, au début c'était pour s'amuser. Un autre danseur et chorégraphe très connu, qui est aujourd'hui directeur d'un centre chorégraphique national, un CCN, le CCN de Créteil, Mourad Merzouki, qui est né en 1973, il dit « Le mot danseur, on n'y pensait pas une seconde. On avait une passion de la gestuelle, de l'énergie. On était loin d'imaginer qu'il pourrait y avoir un rapprochement avec la danse, avec un grand D. » Un autre chorégraphe très connu, de Roubaix, Farid Berki, dans un film de 2003, il dit « Quand j'ai commencé, je ne savais pas que la danse existait. » Donc la conscience même que ce qu'il faisait était de la danse n'était pas du tout claire dans la tête de beaucoup de ces personnes. Un autre danseur de Nantes qu'on a interviewé avec Isabelle Kaufmann disait, lui il avait 12 ans quand il a commencé à danser en 84. Donc c'était des gens très jeunes. Moi la danse, je l'ai découverte plus tard. Là c'était plutôt de la performance, on s'éclatait. Donc c'était autre chose, c'était de l'amusement, c'était de la performance. Voilà. Donc la notion même de danse n'était pas du tout claire à l'époque. Alors l'expression danse-rap commence à émerger.
on découvre des articles dans les journaux, dans Libération, dans Le Monde, avec une question des journalistes. Est-ce que le Smurf, c'est de la danse? Est-ce que le hip-hop, c'est de la danse? Donc ça commence à devenir une question rhétorique à partir du moment où les journalistes posent la question. On sait que la question est oui. Bon, donc l'idée que c'est de la danse commence à émerger quand même à la fin des années 80. À partir de 1996, il y a un article qui a été publié dans Sociologie de l'art, où je fais une analyse des articles de journaux, et on voit une bascule. À partir de 1996, il y a une bascule. Je vous fais grâce du détail de tout ce qu'on peut faire comme analyse, mais bon, à partir de 1996 à peu près, il y a une bascule, et l'expression danse hip-hop s'impose. À partir de toutes ces sources, on peut mettre une date, c'est à peu près 95, 97, 96, ça s'impose. C'est l'expression danse hip-hop qui s'impose. C'est très intéressant quand même, cette bascule. Smurf à danse hip-hop, parce que c'est quand même non seulement c'est à la fois une socialisation du mot et une artification du mot. C'est une socialisation parce qu'à partir d'un mot qui ne veut rien dire, Smurf, on a un mot qui veut dire quelque chose. Parce que le mot danse, ça c'est un mot qui existe dans la langue française. Et qui est... Smurf, ça ne veut rien dire et ça n'a aucune histoire en français. Alors que le mot danse, c'est un mot centenaire, millénaire, je ne sais pas, je ne suis pas linguiste, je ne sais pas de quand date le mot danse, mais en tout cas, on est sûr que c'est un mot qui est ancré dans la langue française, qui a une histoire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc c'est une bascule importante. Deuxièmement, c'est un mot, c'est une locution, qui met ensemble deux termes, qui met ensemble danse, un mot bien français, bien ancré dans l'histoire de la langue française, et dans l'histoire de France même, avec un mot qui est étranger, hip-hop. Danse, c'est à la fois quelque chose que tout le monde fait, et c'est aussi un mot qui renvoie à une institution. Avec hip-hop, qui au contraire ouvre sur l'aventure, qui ouvre sur les États-Unis, qui ouvre sur l'inconnu, qui ouvre sur un mouvement populaire. Et donc on a l'alliance entre quelque chose de très institutionnalisé, très ancré dans la langue française et dans l'histoire de la France, avec quelque chose de populaire. Donc on a une alliance entre deux mondes, entre le passé et l'avenir, entre la France et les États-Unis. Et troisièmement, danse hip-hop, c'est une expression qui est faite de la même manière que l'expression danse classique et danse contemporaine. C'est composé exactement de la même manière. Et danse classique, danse contemporaine et danse jazz, ce sont les trois diplômes institués par le ministère de la Culture en 1989. Ce sont les trois diplômes d'État qui sont un peu les trois diplômes de référence que le ministère de la Culture met en perspective pour le monde de la danse hip-hop comme horizon pour l'institutionnalisation du monde de la danse hip-hop. Donc c'est aussi toute une perspective d'institutionnalisation pour le monde de la danse hip-hop. Quand l'expression de danse hip-hop se met en place, c'est une perspective aussi institutionnelle que la grande institution ministère de la Culture aussi propose au monde de la danse hip-hop. C'est une perspective institutionnelle, c'est une perspective professionnelle et c'est une perspective esthétique. Parce qu'il y a aussi toutes ces comparaisons qui se mettent là à l'horizon pour ces gens-là.
Je vais passer rapidement en revue quelques autres opérations d'artification. Là, j'ai fait un point sur la terminologie. Il y a d'autres éléments qu'on peut mentionner rapidement. Il y a la décontextualisation, je les mentionne. Il y a l'organisation, il y a la professionnalisation, il y a la singularisation, il y a l'intellectualisation. Je ne vais pas tout détailler, mais je vais mentionner peut-être un ou deux éléments pour chacune de ces opérations. La décontextualisation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, c'est la décontextualisation, c'est la séparation d'avec le contexte de départ. Dans le cas de la danse hip-hop, Smurf ou danse hip-hop, c'est de se séparer d'avec le contexte de départ, par exemple, le fait de danser dans la rue, de danser dans les cours d'immeubles et de monter sur scène. Une opération importante pour aller vers la qualification d'art. S'autonomiser du monde du rap et du graphe. Par exemple, le fait que à partir du moment où on commence à partir de la danse au bas des immeubles, on ne danse plus seulement sur de la musique rap, on danse aussi avec de la musique classique, on danse avec du rock, on danse sur de la musique salsa. On ne danse plus dans la rue, on danse en salle, on danse devant un miroir. On danse non seulement avec les copains, on danse avec des chorégraphes. Donc on se sépare du monde premier dans lequel on était et on se met dans un autre monde. Il y a aussi des changements de temporalité, des changements d'espace. Bon. Donc la décontextualisation, la séparation d'avec le monde de départ, ça veut dire beaucoup de choses. Je ne fais que le mentionner très rapidement, mais vous pouvez commencer à imaginer tout ce que cela induit. Beaucoup, beaucoup de choses. Les changements d'organisation, c'était le deuxième point. Vous commencez à entrevoir tout ce que ça veut dire comme changement d'organisation. Le fait de commencer à travailler dans un monde du spectacle. Ça veut dire des changements organisationnels très importants. Ça veut dire une organisation du travail complexe, des horaires, des organisations complexes, des collaborations avec un nombre de personnes plus importantes, une division du travail beaucoup plus fine, une coordination complexe, un travail avec des chorégraphes, etc. Bon, je passe, mais là encore, vous pouvez commencer à entrevoir tout ce que cela entraîne par rapport à un travail de départ plus simple et moins rationnel, moins rationalisé, disons plutôt, que lorsqu'on dansait pendant 1 minute, 2 minutes en bas de son immeuble et on se met à organiser des spectacles qui durent un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure. La professionnalisation, bien sûr, là encore, tout un parcours complexe. J'entre pas dans les détails. Les premiers contrats de travail ont commencé à être faits vers 1990. Aujourd'hui, on a tout un corps de danseurs professionnels qui sont intermédiaires du spectacle, souvent. On a aussi des enseignants hip-hop, qui sont plusieurs milliers en France. La singularisation, ça c'est un point tout à fait important. Les premiers danseurs hip-hop travaillaient en collectif. Et jusqu'à très récemment, la grande partie des spectacles hip-hop se faisait par un travail de chorégraphie collective.
Depuis 7 ou 8 ans, il y a de plus en plus de parcours individuels qui commencent à émerger. Et on a une émergence de chorégraphes hip-hop, là où cela n'existait pas jusqu'à peu. Et on a des auteurs hip-hop qui émergent depuis quelques années, là où jusqu'à peu, on n'avait que des parcours collectifs. On a des parcours individuels qui émergent, et on a l'émergence d'auteurs, ce qui est vraiment caractéristique de la figure de l'artiste, c'est la figure de l'artiste singulier. Nathalie Hennig, ce que vous connaissez peut-être, a beaucoup écrit sur cette caractéristique de l'auteur comme figure singulière. Et dans la modernité occidentale, c'est vraiment une caractéristique de la figure de l'artiste que d'être une figure singulière, et c'est quelque chose qui affecte le monde social du hip-hop, de la danse hip-hop, depuis peu en fait. Et voilà, ça c'est quelque chose à noter. Intellectualisation, là aussi je passe vite, mais le fait que d'une part, il y a un discours intellectualisé, par exemple celui que je fais moi, de l'extérieur, celui que font les journalistes sur la danse hip-hop, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est l'intellectualisation interne, celle que font les acteurs hip-hop eux-mêmes sur ce qu'ils font, d'une part à travers les spectacles, qui ont souvent un aspect réflexif. Les spectacles eux-mêmes font preuve d'une réflexivité sur le monde hip-hop. Et par leurs écrits, les écrits des acteurs hip-hop eux-mêmes, la figure singulière de l'auteur hip-hop, ce sont non seulement des créateurs hip-hop qui font des spectacles, mais ce sont aussi des créateurs qui écrivent et qui ont un discours réflexif par l'écrit. Il y a d'autres expressions de cette intellectualisation, mais je passe pour aller plus vite. Le troisième élément, la consécration à la reconnaissance, je passe, comme je disais, parce que c'est quelque chose qu'on sait déjà beaucoup par ailleurs, c'est pas la peine que j'en parle ici. Avant de terminer, il faut que je dise un mot tout de même sur le deuxième pôle, dont je ne parlerai pas beaucoup, mais il faut quand même que je le mentionne. Mais le deuxième pôle structurant, qui est tout de même très important dans le monde du hip-hop, c'est le pôle du battle, qui à première vue peut sembler s'opposer, comme son contraire, au pôle qui semble éminemment artistique du ballet. Alors c'est clair, le deuxième pôle, c'est le pôle sportif, le pôle de la compétition. Mais c'est pas si clair, c'est pas si évident. Effectivement, il est plus sportif que le pôle du ballet, et il est engagé dans une sorte de sportification. C'est un pôle... alors, disons, dans un premier temps, que les défis ont toujours existé. Par exemple, dans le festival que j'avais observé, dont je vous ai parlé tout au début, alors qu'il y avait les spectacles sur scène, on voyait dans les coins des petits défis qui se déroulaient dans les couloirs. Il y avait toujours des petits défis très enthousiastes au bas des escaliers, improvisés, spontanés, qui se déroulaient. Et il y avait dans les quartiers, dans tous les quartiers, dans les banlieues, partout en ville, à Paris, des défis. Mais ce n'était pas très, très organisé. À partir de 2000-2001, il a commencé à s'organiser des battles beaucoup plus impressionnants, avec des moyens importants, avec une billetterie de grande envergure, vraiment sur le modèle du championnat, sur le modèle sportif, et qui se présentait comme une sorte de réaction au monde du ballet, comme une reprise en main par les jeunes d'une sorte de hip-hop, de ballet qui était contrôlé par d'autres, qui n'étaient pas contrôlés par les acteurs hip-hop, alors que le monde des battles était contrôlé, lui, par les jeunes d'une génération montante qui étaient formés dans le supérieur et qui semblaient vouloir reprendre la maîtrise du hip-hop et réinstaller le défi qui était un peu perdu dans le monde du ballet.
Voilà, donc on était engagé sur une autre voie, sur la voie d'une danse hip-hop sportive. Alors, c'est vrai que la compétition et le défi est installé au cœur de cela. Mais en même temps, il y a un article très intéressant dans un numéro récent de la revue Sociologie sur le défi, sur le battle hip-hop, par Corinne Collinet, j'ai oublié leur prénom, les deux noms, c'est Collinet et Lessard. Et elle parle du battle hip-hop comme un entre-deux culturel. Et c'est tout à fait vrai. Le monde des battles est à la fois sportifié, comme elles disent, mais c'est une sportification inaboutie. Et elle le montre très bien dans cet article parce que les normes ne sont pas claires. Personne n'est d'accord sur les catégories. La transmission n'est pas faite de manière... la transmission est informelle. Il n'y a pas de diplôme comme il y a dans les autres disciplines sportives. Il n'y a pas de championnat bien organisé avec des stades. Et si on écoute les discours des acteurs de ce monde, le mot art est à chaque fois réaffirmé. Que disent les personnes? Elles disent c'est une compétition artistique. On veut affirmer le battle comme une discipline artistique. Le mot compétition est chaque fois contrebalancé par le mot rencontre, par le mot cohésion. La compétition n'est jamais mise comme une valeur supérieure à la rencontre, au vivre ensemble. Il y a chaque fois le spectacle et la rencontre sont mises au même plan que le fait de gagner. Donc, il y a une hésitation dans ce monde de la compétition entre le fait de se divertir, de mettre l'art au premier plan et le fait de gagner. Donc, le battle, on ne sait pas encore si en fait ce monde du battle va aller vraiment vers le monde de la compétition ou rester dans le monde du spectacle et de l'art. Pour conclure, je dirais que ce monde du hip-hop, c'est à la fois un fait social vraiment tout à fait notable, parce qu'il est lié d'une manière que je n'ai pas réussi à complètement problématiser au bout, avec la désindustrialisation et l'affaiblissement de la classe ouvrière en France, parce que ce sont tout de même majoritairement des fils d'ouvriers, même si ça s'est banalisé au-delà. C'est lié structurellement à l'affaiblissement de la classe ouvrière et à la fin des lieux de production industrielle. Donc ça, c'est quelque chose qui continue à m'interroger et sur lequel je voudrais travailler. Et c'est aussi un fait culturel français tout à fait notable et tout à fait spécifique, et qui est chanté, comme disait notre ami Vincent Delacroix ce matin, comme un patrimoine culturel français par le ministère de la Culture, par beaucoup d'institutions françaises de grande légitimité, de manière tout à fait étonnante. Donc j'arrête sur ces mots et je vous remercie.